Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du vendredi 21 janvier. Voici les titres de ce vendredi soir. 160 faits de vol sur 10 ans élucidés par la police de Tours, et ce, en une seule enquête. L'affaire a été révélée aujourd'hui. Un homme de 50 ans a été arrêté. Il cambriolait des maisons de l'agglomération tourangelle. La SNCF présente son plan pour 12 lignes malades. Meilleure information voyageurs, enquête satisfaction et investissement dans les infrastructures. Nous en parlerons avec Guillaume Pépi, le président de la SNCF. Il est notre invité. Rendez-vous à la fin de ce journal. Le Conseil général d'Indre-et-Loire votait son budget aujourd'hui, 569 millions d'euros, dont 95 pour l'investissement. L'opposition dénonce un budget de campagne électorale. La majorité de gauche affiche l'unité, mais a bien du mal à masquer ses divisions. Et puis enfin, l'euthanasie à nouveau en question. Le Sénat va examiner une proposition de loi allant dans le sens de la légalisation de la pratique. Les opposants se manifestent à nouveau. Image d'une opération choc sur la plage Jean Jaurès, aujourd'hui à Tours. C'est une énorme affaire qu'a révélée la police de Tours aujourd'hui. 160 faits élucidés en une seule enquête. Voilà de quoi faire remonter les statistiques du commissariat. À partir de l'interpellation d'un homme en juillet dernier, les enquêteurs sont remontés sur 10 années de vol en tout genre. Ils ont retrouvé chez lui une somme de 700 000 euros qu'il n'avait même pas dépensée. Les précisions, Sabrina Meloult. Au commissariat de Tours, Sylvie Moreau est enfin arrivée au bout de son enquête. Après avoir enquêté plusieurs mois sur un cambrioleur pas tout à fait comme les autres. Âgé d'une cinquantaine d'années, cela faisait 10 ans que l'homme cambriolait des maisons à Saint-Avertin, la Riche, mais aussi à Jouer-les-Tours. Lors d'une nuit où il commet un énième vol, il commet une erreur d'inattention. Il s'est fait interpeller par la BAC, c'est la nuit. Il est porteur d'un blouson qu'un riverain reconnaît, puisque ce riverain n'arrive pas à dormir. Et il reconnaît son blouson qui s'est fait voler 3-4 mois auparavant. Donc il s'est fait arrêter, mis en garde à vue. Et la première perquisition à son domicile nous a permis de découvrir des objets qui provenaient de vols commis dans le même quartier, voire de la même rue. À ce moment-là, les policiers stupéfaits découvrent un butin surprenant. Il fallait voir ça. On aurait dit, je sais pas, au Grisby, il y avait l'appareil qui comptait les billets, le mise en cause au bout de la table et 700 000 euros sur la table, c'est jamais vu autant d'argent, quoi. Mais pas seulement. Sylvie Moreau et son équipe découvrent alors de l'électroménager, des bijoux et même des couverts. L'homme, semblerait-il, avait fait de ces vols en tout genre son activité principale 3 à 4 fois par semaine. Au total, 700 objets retenus dans un garage réservé à cet usage et 429 scellés de restitution au final. Pourtant, le profil du cambrioleur n'est pas commun. C'est plus notre voleur quotidien. Moi, ça fait 20 ans que je suis au commissariat de Tours. Des personnes de cet âge-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Sa façon de vivre n'a rien à voir avec Arsène Lupin, quoi, hein. Il ne vivait pas richement, il n'avait pas les signes extérieurs de cette richesse. Il n'en profitait pas. Au total, 161 faits ont été identifiés. Une affaire qui n'arrive qu'une fois dans une carrière, souligne Sylvie Moreau. Paris a d'ailleurs félicité sa pugnacité pour une enquête qui aura été très longue. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, était à Tours aujourd'hui dans le cadre de sa tournée nationale auprès des cadres de la SNCF. Un déplacement à la direction régionale dans le centre de Tours, alors que la SNCF vient d'annoncer son plan d'urgence pour 12 lignes jugées malades. Ces lignes qui enregistrent des retards à répétition. Les syndicats ne sont pas en reste sur cette question. Ils ont interpellé ce matin Guillaume Pépi. Pour eux, l'explication vient notamment de la baisse des effectifs. Ils estiment que pour un service correct, il manquerait une centaine de personnes dans la région. On écoute un syndicaliste au micro de Charlotte Prudhomme. Je crois que celui qui est certainement le plus important, c'est la question de l'infrastructure. Je le disais tout à l'heure, le réseau est vieillissant et dans un état de délabrement avancé, qui pose y compris d'ailleurs des soucis en termes de sécurité, qui conduisent d'ailleurs sous le joug de RFF la direction de la SNCF de réduire les vitesses des trains sur un certain nombre de tronçons, ce qui fait qu'après, bien évidemment, ça pose un certain nombre de difficultés pour pouvoir assurer la régularité, la ponctualité qui nous est exigée. Et là, il y a véritablement manque de moyens humains dans les équipes qui assurent la maintenance, la modernisation, pour rattraper le retard qui est enregistré maintenant depuis de nombreuses années. Et Guillaume Pépi sera donc notre invité ce soir. Rendez-vous à la fin de ce journal.
Le Conseil général d'Indre-et-Loire a voté aujourd'hui son budget pour l'année 2011. Il atteint les 569 millions d'euros, dont 95 pour l'investissement, soit 9 millions de plus que l'an passé. L'opposition dénonce un budget de campagne électorale ainsi que l'augmentation de la dette, 46 millions d'euros supplémentaires. La majorité de gauche, quant à elle, a voté ce budget à l'unanimité. Unité affichée donc, mais difficile cependant de cacher les divisions. Julien Gauthier. Depuis un mois, les élus ont le dossier entre les mains et ils ont eu le temps de le potasser, ce budget primitif, à en croire l'attention de certains pendant la présentation faite par la présidente. C'est une lecture que j'ai toutes les semaines, dans la mesure où elle ne demande pas beaucoup d'attention. Moi, j'arrive à suivre deux choses à la fois. Oui. Dans les faits, le vice-président chargé des finances signe là un pied de nez assez évident à la présidence et certains élus de son groupe, ayant signifié qu'il était contre l'augmentation des impôts. Une augmentation de 2,5% du taux financier sur le bâti qui devrait rapporter 2,5 millions d'euros. Toujours dans la majorité socialiste, Alain Michel, candidat à la future présidence face à Claude Roiron, lui aussi a formulé des reproches. Pour autant, aussi dissidents soient-ils, les deux hommes ont voté le budget tel quel. Il faut être responsable, nous sommes à 2 mois d'une élection et on ne va pas ce soir priver le département d'un budget. Il faut rassurer nos partenaires, rassurer également les fonctionnaires du Conseil général. À 2 mois des élections cantonales, l'opposition du centre droit dénonce quant à elle un budget de campagne électorale avec effet d'annonce. Payer à crédit par-dessus le marché, c'est-à-dire qu'on emprunte à nouveau 65 millions d'euros pour réaliser un certain nombre d'équipements qui sont certes nécessaires, mais rien n'a été fait depuis 3 ans. Ce budget voté aujourd'hui est de 569 millions d'euros, avec un effort sur l'investissement puisque 95 millions d'euros y sont consacrés sur l'année, dont 17 millions destinés au collège. Ça va faire du travail pour nos entreprises tourangelles. Et nous sommes de loin le premier investisseur dans notre département. Alors, le reste, vous savez, le comportement des uns, les sentiments, le ressenti des autres, tout ça, c'est des histoires de bac à sable. Nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour nos concitoyens. Déterminée, la présidente l'est. En pré-campagne, pour satisfaire son électorat, certainement déjà aussi. Mais surtout confiante. À plusieurs reprises, elle n'a pas hésité, parfois avec humour, à faire des allusions à sa propre succession. Dernier budget avant les élections cantonales et dernier budget de Marc Pombreau, ancien président du Conseil général d'Indre-et-Loire et depuis 3 ans conseiller général d'opposition. Il s'était mis en retrait au moment de la victoire socialiste, mais ces derniers temps, l'homme avait repris la parole. Alors aujourd'hui, comment se sentait-il? Comment voit-il avec le recul son action à la tête du Conseil général? Écoutez plutôt sa réaction. J'ai l'impression qu'on fait des choses parce qu'on agit effectivement sur la proximité, sur la solidarité envers les citoyens, sur le développement de la Touraine. C'est quelque chose on a l'impression de faire des bonnes actions, même si on fait des erreurs, et ça je revendique certaines erreurs, certainement. Le problème, c'est que je m'étais dit que 2 mandats, ça suffisait. Et je suis convaincu qu'il faudrait qu'on trouve un autre système de gouvernance, aussi bien au Conseil général qu'ailleurs, pour qu'on ne cumule pas les mandats dans le nombre et dans la durée, parce que c'est préjudiciable. C'est bien l'alternance. Et la démocratie n'est vivante et n'est dynamique que quand on est justement dans cette alternance. Propos recueillis par Julien Gauthier. Et puis pour être complet sur cette journée au Conseil général, à noter un débrayage ce matin d'une partie du personnel du département. Les employés du centre d'exploitation de Joué-les-Tours, qui travaillent sur les voies rapides, se sont rassemblés à l'accueil avant d'assister à la présentation du budget. Ils demandent depuis 18 mois une augmentation de leur salaire pour compenser, je cite, un travail dangereux et pénible. Le débat sur l'euthanasie relancé. Mardi, la Commission des affaires sociales du Sénat a adopté une proposition de loi visant à légaliser la pratique. Elle sera discutée en séance mardi 25 janvier. Au mois de novembre dernier, les socialistes avaient déjà déposé une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale. Le texte avait été largement rejeté car les oppositions sont nombreuses. Aujourd'hui, par exemple à Tours, des militants contre l'euthanasie se sont rassemblés place Jean Jaurès. Romain Delvin. C'est un happening à l'américaine, calqué sur les interventions pro-life, que cette vingtaine d'adhérents de l'Alliance pour les droits de la vie s'est allongée, drapée de blanc, place Jean Jaurès. Leur combat, le refus de l'euthanasie et le développement des soins palliatifs. Ces soins palliatifs, c'est prendre la personne dans l'ensemble de ce qu'elle est. Et c'est la morphine et l'amour, c'est les deux. Donc on a besoin de moyens financiers, on a besoin aussi de moyens humains. Il y a beaucoup d'associations qui recherchent des bénévoles, qui sont formés à l'accompagnement de la douleur, etc.
Je ne dis pas que ce sont des questions simples. Je ne nie pas la souffrance et l'angoisse et la détresse des gens. Je l'ai moi-même expérimenté dans ma propre famille. Je ne dis vraiment pas c'est l'inverse. Ce sont des questions douloureuses et difficiles. Cette action choc intervient à quelques jours d'un débat au Sénat sur l'aide active à mourir. Mardi 25 janvier, des propositions de loi initiées par des sénateurs de tous bords vont être étudiées. Une remise en cause du système actuel, mais l'APV reste sur ses positions. Pour moi, cette loi ne doit pas être votée, parce qu'on est là pour soigner et pas pour mettre fin à la vie des jours d'autrui. Notre but n'est pas de donner la mort, mais d'accompagner les personnes du mieux possible en soulageant la douleur et les souffrances psychologiques pour qu'ils meurent d'une mort naturelle. La question de l'euthanasie revient sur le devant de la scène à l'occasion d'un passage d'une proposition de loi au Sénat, mais la question reste compliquée et relève de la vie de chacun. Ça dépend de chaque personne, de ce qu'elle vit, de la famille, ce qu'elle a aussi ses croyances personnelles. Ça dépend de. Je pense qu'on ne peut pas englober dans une généralité. Les soins palliatifs s'attendent à recevoir de plus en plus de public et n'en auront jamais les moyens. Ces questions intimes doivent quelquefois trouver écho chez le législateur, toujours rigide sur la question de l'aide active à mourir. Vos rendez-vous sportifs du week-end avec d'abord le Tour Volleyball. Les Tourangeaux reçoivent les Rennais pour la 15e journée de Liga. Le match est à 20h samedi soir à la salle Grenon. Et dimanche, c'est au tour des rugbymen de l'UST. Le dernier de la Fédérale 1 reçoit le premier, Périgord. Le match est au stade Tonlé à 15h. Les autres événements de votre week-end, ils vous sont présentés par Anaïs Laurent. Et pour bien commencer le week-end, quoi de mieux qu'une bonne fête? Béné organise samedi sa grande Saint-Vincent des vins de Bourgueil. 2 bonnes raisons d'aller y faire un tour. Vous pourrez rencontrer 15 familles vinicoles du village, mais surtout goûter leur vin. Avec modération bien sûr. Vous pourrez même y voir, peut-être, une 3e bonne raison, découvrir leur histoire, profiter d'un bon casse-croûte et d'un intermède théâtral. Petit conseil, ne ratez pas cette édition. La grande Saint-Vincent ne reviendra pas à Béné avant 6 ans. Et que diriez-vous d'un week-end à Vaugarny? Un week-end musical avec un concert de jazz samedi. Le Panatique et ses steel drums s'attaquent aux musiques de films mythiques. Western, polar, films d'aventure ou séries, on se plonge dans l'ambiance action. On reste à Vaugarny, je ne vous ai pas encore tout dit. Dimanche, vous vous laisserez bien tenter par une causerie musicale. Tout un tas de petites réflexions illustrées par des musiques du monde entier, comme quoi c'est bizarre la musique. Vous aussi, on vous l'a sûrement déjà dit 100 fois, le bio, c'est bien. Pourquoi ne pas aller le vérifier par vous-même samedi? Rendez-vous à 5 Mars-la-Pile pour un salon bio et nature, naturellement vôtre. Ici, on teste, on déniche, on s'inspire et on savoure. Maquillage, mode, matériaux et produits de maison, vous allez voir vert ce week-end. Le camping des Flots Bleus, ça vous dit quelque chose? Ce week-end, ce n'est pas de Patrick dont il s'agira, mais du capitaine, de Roger ou encore de Pamela. L'étoile Saint-Nicolaise vous livrera sa version des Flots Bleus. Entre nouvelles arrivants antipathiques et phénomènes étranges, ça va bouger à la salle des fêtes de Saint-Nicolas de Bourgueil. Le flamenco, c'est tendance en ce moment à la médiathèque de jouer les tours, mais plus pour longtemps. Ce week-end se referme l'expo de Gladys Pacolan-Grand. Pour clôturer en beauté, André Charbonneau jouera et racontera son flamenco en piste. Et pour terminer cet agenda, mange ta soupe et va au lit. Ça aussi, vous l'avez sûrement déjà entendu. Eh bien, les hymnes sont mis tout ça en chanson. Dimanche, faites plaisir à vos enfants et qui sait, à vous-même également, avec les hymnes se s'envolent et le bal grenadine à Montlouis-sur-Loire, tout un programme. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Guillaume Pépi, le président de la SNCF. A tout de suite.